Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Discours sur l'état de la nation du président congolais Félix Tshisekedi devant le Parlement ce lundi 14 décembre. Un rendez-vous annuel prévu par la Constitution qui intervient dans un contexte de crise politique. C'est inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi 14 décembre pour un troisième mandat de 5 ans. Nous reviendrons en détail sur cet événement avec notre invité Khalil Ibrahim Konaté, président du Conseil régional de handball en Côte d'Ivoire. Et le Kenya mise sur les énergies vertes et le développement massif des énergies renouvelables. Dans son mix énergétique, le gouvernement kényan a récemment annoncé que 80 MW d'énergie solaire ont été ajoutés au réseau national en 2020. Mais tout d'abord au Gabon, l'opposant Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives de 2018, a été présenté ce lundi 14 décembre à un juge d'instruction. Pour la troisième fois depuis son interpellation le 4 décembre, le leader du parti d'opposition pour le changement est en garde à vue depuis 11 jours. Les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés après la vente d'un navire du groupement Santulo. Les avocats de Nicolas Nguema dénoncent une procédure sans base légale, en arguant qu'une garde à vue n'est valable que 96 heures. Pour la défense de Nicolas Nguema, il s'agirait d'une chasse aux sorcières menée par le pouvoir en place contre son client, qui est l'un des membres fondateurs du mouvement Appel à agir, mouvement qui réclame le constat de la vacance du pouvoir suite aux ennuis de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé ce lundi devant le Parlement réuni en congrès. Si ce rendez-vous annuel est prévu par la Constitution, il intervient dans un contexte de crise politique entre rupture de la coalition au pouvoir FCC-KH et destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Objectif visé, former une nouvelle majorité. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commentaire Nelly Claude Bessa. Devoir constitutionnel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé ce lundi 14 décembre un discours sur l'état de la nation. Devant les députés et sénateurs réunis en congrès, mais aussi plusieurs personnalités politiques du pays et les diplomates, le président de la République est revenu sur les relations au sein de la coalition qui aujourd'hui appartient au passé. La coalition FCC-KH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Dans une salle de congrès pleine et mouvementée par les partisans du chef de l'État qui s'est débarrassé de l'emprise de son prédécesseur, le premier citoyen du pays a dressé le tableau de la situation générale qui semble stagner. Un discours bien apprécié par la majorité des congressistes, désormais derrière le chef de l'État. Et j'ai été très content, comme le président a dit, même s'il a cessé avec l'ancienne coalition, mais il va requalifier les choses avec la nouvelle majorité pour une autre coalition. C'est bien. Donc c'est l'oxygénation, non, de la démocratie. Non, mais j'étais très content d'entendre ce qu'il a dit. Le discours du chef de l'État est prononcé dans un contexte tout particulier où le bureau de l'Assemblée nationale a été destitué. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga pourrait connaître le même sort. Une hypothèse qui se confirme avec l'annonce par le président de la République de la nomination d'un informateur chargé d'identifier la nouvelle majorité. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi 14 décembre pour un troisième mandat controversé. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan en présence d'une douzaine de chefs d'État du continent. Après avoir prêté serment sur la Constitution, comme le veut la tradition, le président Alassane Ouattara a présenté son programme axé sur le social, l'éducation et la santé.
L'une des annonces majeures de son allocution est la création prochaine d'un ministère de la Réconciliation nationale. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. Khalil Ibrahim Konaté, président du Conseil régional de handball dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors pourquoi un ministère de la Réconciliation et non un dialogue national avec les forces vives du pays, comme proposé par l'ancien président Henri Konan Bédié? C'est un instrument institutionnel, un gouvernement qui aura pour mission de mener à bien ce dialogue que le président Ouattara lui-même a appelé de tous ses voeux depuis au moins 10 ans qu'il est au pouvoir. Et cette main tendue-là ayant été toujours rejetée, bien entendu, maintenant il met cet instrument-là en place pour que, bien entendu, les Ivoiriens puissent se parler une fois pour toutes. Et quelle différence le parti au pouvoir fait-il entre le ministère de la Réconciliation et le dialogue national proposé qui a été refusé? Le dialogue national ne s'est jamais arrêté. Le président a instruit le Premier ministre Feu Amadou Gon depuis 2 ans, qui a fait des débats avec l'opposition tout entière, qui est repris, ces missions-là sont reprises aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc le dialogue ne s'est jamais arrêté en fait. Donc l'opposition aujourd'hui, à travers leur demande de dialogue national, frappe à une porte déjà ouverte dans la mesure où un des axes forts de la Côte d'Ivoire solidaire qui a été proposé aux Ivoiriens, qui l'ont adoubé à plus de 94%, c'est la consolidation de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Donc je trouve que c'est des jeux de mots, mais le président trouve mieux ici de mettre en place ce gouvernement-là pour réaffirmer sa volonté permanente de dialogue. Est-ce que l'opposition sera partie prenante dans la mise en place de ce ministère? Mais je crois que cette question, il faut la poser à l'opposition, mais ce que je leur proposerais, c'était de faire en sorte que pour une fois, ils saisissent la main tendue du président. Ils saisissent la main tendue du président. Parce que quand on parle de réconciliation, la réconciliation se fait entre 2 parties. Lorsqu'une partie est invitée à prendre place dans le cadre de la réconciliation et qu'elle se dérobe de cela, mais on ne peut pas faire autre chose. Le président va loin. En août 2018, le président libère, à travers une amnistie, 800 prisonniers, dont Mme Simone Gbagbo. Mais c'est un acte fort. Et l'opposition réclame encore la libération d'autres opposants. Mais il faut si vous avez écouté le président, il a tendu la main une fois de plus à travers la mise en place de ce ministère chargé de la réconciliation nationale, mais il nous a rappelé à tous les Ivoiriens que nous sommes tous des justiciables et qu'on ne peut pas continuer impunément de tuer les Ivoiriens à partir des appels qui ont été lancés pour venir demander que tout ça soit passé par perte et profit et que la vie continue comme si rien ne s'était passé. Non, il faut rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Le président a pour mission, et vous avez bien suivi le serment, de protéger l'ensemble des Ivoiriens. Mais quel signal on donne à ces gens-là qui sont tués par le bon vouloir d'un appel d'un opposant? Alors, vous l'avez dit précédemment, Alassane Ouattara a fait déjà 10 ans au pouvoir, il part pour la 5e année. Le défi de la réconciliation est le même qu'il y a ces 10 dernières années. Le président aussi, alors comment sortir de l'impasse aujourd'hui? En réalité, je crois qu'on a une mauvaise lecture, selon que là où l'on se trouve. Et la réconciliation, pour moi, c'est peut-être une mauvaise lecture que je fais, mais je crois en cela profondément. C'est que lorsqu'on permet d'améliorer le quotidien des Ivoiriens, dès qu'on permet aux Ivoiriens d'avoir accès aux services de santé, dès qu'on permet aux Ivoiriens d'avoir accès à l'éducation, et donc quand on a mis les instruments en place pour créer de la richesse et qu'elle soit partagée, mais en ce moment-là, on concourt vraiment aux besoins des Ivoiriens. Je le dis et je le répète, quand vous posez la question à un Ivoirien aujourd'hui, quel est son besoin? La pyramide des besoins des Ivoiriens, ce n'est pas tant la réconciliation nationale que la révision de la Constitution ou une nouvelle Constitution ou la révision de la CEI, mais c'est comment avoir accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé. Et le président l'a si bien fait durant ces 10 dernières années que 3 031 483 Ivoiriens l'ont adoubé. Voilà. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu
à notre invitation. Je rappelle que M. Halil Ibrahim Konaté, vous êtes président du conseil régional de Hambol dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le Kenya fait figure de bon élève en Afrique avec une amélioration de l'accès à l'électricité pour les populations et un mix énergétique qui favorise l'électrification massive. Le Kenya est déjà électrifié à 60% et le gouvernement a récemment annoncé l'ajout de 80 MW d'énergie solaire au réseau national en 2020. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités kenyanes annoncent l'ajout de 80 MW d'énergie solaire au réseau national en 2020. À cet effet, des investisseurs privés ont reçu l'autorisation de construire deux centrales électriques solaires de 40 MW qui seront opérationnelles en 2021. D'après Caroline Kimati, responsable principale des énergies renouvelables à l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, le Kenya produit environ 200 MW d'électricité en exploitant l'énergie solaire du fait qu'il est l'endroit idéal pour la production d'électricité avec des panneaux solaires en raison de l'ensoleillement abondant tout au long de l'année dans la plupart des régions du pays. Quand vous observez, ma foi, la structure de production de l'énergie solaire au Kenya, on va quand même se rendre compte que l'énergie hydroélectrique représente à peu près 51% de la production de l'énergie globale, suivie de l'énergie fossile près de 27%, l'énergie géothermique 19%, l'énergie biomasse à 4% et puis l'énergie solaire vient en avant-dernière position, soit près de 0,5% de la production globale. Selon certains experts, l'énergie solaire est le moyen le plus rentable d'assurer une couverture électrique universelle, en particulier dans les zones arides et semi-arides du pays. Toutefois, Nixon Bokashi, responsable principal des énergies renouvelables kenyanes, a souligné la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de normes pour l'acquisition des équipements solaires importés afin de protéger les consommateurs contre les produits de qualité inférieure. Quand on essaie de calculer un peu le taux auquel bénéficie la population pour cette énergie solaire, on se rend quand même compte que sur près de 1 300 000 ménages au Kenya qui bénéficient de l'électrification dans la globalité, près de 150 000 foyers ou ménages ont accès à l'énergie solaire. Notons que le Kenya importe plus de 90% des équipements solaires utilisés dans le pays en raison du manque de technologie et de capacité de production locale. Rappelons que le nouveau cadre réglementaire instauré par les autorités kenyanes favorisera le transfert des technologies en garantissant que tous les projets solaires entrepris par des entreprises étrangères ont un contenu local. La région du Tigré a reçu son premier convoi d'aide humanitaire, un accès humanitaire vital pour cette région éthiopienne, coupée du reste du monde depuis le début du conflit entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Tigré. Rappelons que ce conflit a entraîné le déplacement de plus de 40 000 personnes depuis le début du mois de novembre 2020. Les précisions dans ce sujet de Nélé Claudé Bessa. Pour la première fois depuis le début des combats, un convoi d'aide humanitaire internationale est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Le convoi transportait des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés, ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques. Le ministère éthiopien de la Santé a lui aussi distribué des médicaments et du matériel médical aux structures de santé de la capitale. Selon les humanitaires déployés sur le terrain, ce convoi de secours médical permettra de regarnir les stocks, d'aider les patients et d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ces actions favorisent la création d'un environnement de protection pour les plus vulnérables, notamment à l'accès à l'eau potable et à l'alimentation. Pour une meilleure prise en charge des victimes, les centres de services sanitaires doivent alors veiller à leur bon déroulement. Selon les médias locaux, près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Une situation imputée à l'opération militaire lancée le 4 novembre 2020 par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré après des mois de tension.
L'Éthiopie fait face à des besoins considérables en raison de nombreuses crises auxquelles elle est confrontée. Des crises qui résultent essentiellement des conflits intercommunautaires, ethniques et de chocs climatiques. Le pays accueille la deuxième plus vaste population de réfugiés en Afrique, dont la majorité dépend des aides humanitaires. Pour les observateurs, cet appui en matériel médical contribuera à soulager les populations de Mekele qui, depuis des semaines sans réapprovisionnement, traversent une période de crise assez difficile. Retour sur scène des artistes au Rwanda après 9 mois d'inactivité due à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a décidé d'autoriser la reprise des événements culturels, mais dans le strict respect des mesures barrières, avec également un quota bien défini. Les salles de concert peuvent accueillir 50% de leur capacité. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Pour la première fois depuis plus de 9 mois, Andy Bumunu vient de retrouver la scène et cette fois-ci avec ses admirateurs dans l'audience. L'ambiance est plutôt calme, mais de temps en temps, les gens se ruent devant la scène pour accompagner le chanteur avec quelques pas de danse. Un moment magique que Andy va vivre avec beaucoup d'émotion. Il n'y a rien de plus beau que de retrouver physiquement les gens qui apprécient ta musique et de pouvoir faire une prestation devant eux après une longue période. Ils m'ont vraiment manqué. J'avais hâte de les retrouver même si le nombre était petit à cause du respect des mesures barrières. Mais dans mon cœur, ils étaient nombreux. Je ne peux qu'être reconnaissant pour ces retrouvailles. L'artiste a été invité par l'un des hôtels UP de la capitale qui essaie également d'attirer une clientèle locale pour survivre. Maintenant que le gouvernement a autorisé les événements culturels et les différentes activités de loisirs, tout le monde veut en profiter. Même si le confinement fut difficile à vivre pour Andy Bumunu, il en a aussi profité pour mûrir son art. Je me suis dit que si je me concentrais sur combien les gens et la scène me manquaient, ça n'allait pas le faire. Et donc, je me suis penché sur l'écriture. J'ai composé de super chansons, j'ai travaillé sur de nouveaux albums et j'ai aidé ceux qui étaient dans le besoin car c'était une belle occasion de s'entraider. À part le strict respect des mesures barrières, seulement 50% de capacité des salles de concert sont autorisées et ces endroits devront être désinfectés avant d'accueillir de tels événements. Tous les tickets devront également être vendus en ligne pour éviter la propagation du coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.